À chacune de vous. Bienvenue à cette soirée du Centre culturel chrétien de Montréal. Pardon? Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous le frère Éric Salobir, en 2015, français, qui réside à Paris, mais qui vient régulièrement à Montréal dans d'autres endroits. Alors, Éric va nous parler d'une question très actuelle, non seulement dans le monde de l'éducation, mais dans toutes les branches du travail. L'intelligence artificielle, l'humain et la machine qui parle, les défis de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait un bout de temps qu'Éric est intéressé et engagé dans ces questions. Il est très réseauté aussi avec des groupes et d'organismes. Alors, Éric a été, pour tout l'ordre des prêcheurs, le promoteur pour tout l'ordre pour les communications. Il a fondé, il dirige un réseau qui s'appelle Optic, O-P-T-I-C. Alors, vous connaissez, O-P, Ordre des prêcheurs, T-I-C, Technologie de l'information et de la communication. Optic, c'est vraiment son domaine très intéressant. Alors, il va nous entretenir et je pense qu'il y a plusieurs dimensions de cette question. Après, on prendra une petite pause et ensuite, il y aura un temps d'échange avec lui. Et vous pourrez écrire vos questions et on poursuivra. Alors, vous remarquez que c'est pas chaud ici. C'est parce qu'il y a des travaux dans l'église, vous voyez à gauche. On a enlevé l'ancien système de chauffage. Le nouveau qui n'est pas encore encore. On est dans l'entre-deux, qui fait que gardez vos manteaux, mais en étant plus nombreux aussi. C'est plus chaud, du moins, c'est plus chaleureux. Éric, la parole. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que vous allez être complètement gelé. On va essayer de se lever, de bouger un peu, puis après vous allez poser des questions. On va discuter entre nous. Je pense que c'est généralement ça la partie la plus sympa parce qu'il y a de l'échange. Mais voilà, l'idée c'est de se poser cette question de l'intelligence artificielle, ou plutôt de jeter un petit œil sur ce sujet. Et je dirais effectivement, et pourtant elle parle. Je pense que c'est ce que Galileo aurait dit à l'Inquisition si on l'avait interrogé sur ChatGPT. Finalement, c'est une machine. On n'arrête pas de dire que ça dit des bêtises, on n'arrête pas de dire que ça ne respecte pas la propriété intellectuelle, on n'arrête pas de dire que ça hallucine, que c'est une boîte noire, qu'on ne sait pas comment elle en arrive aux conclusions, au texte qu'elle nous livre. Et en partie, c'est vrai. Et pourtant, elle parle. Et pour tous ceux qui l'ont utilisé, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà testé, voire qui l'utilisent tous les jours, ça rend quand même des super services. Pour être honnête, cette technologie, elle remplacera, je pense, à terme, une grande partie des juristes, une grande partie des comptables, une grande partie des journalistes. Ah non, mais il y en a pour tout le monde. Hein. Si c'est pour vous faire paniquer, non, mais blague à part, pour ceux qui l'ont utilisé, vous allez voir qu'effectivement, ça écrit assez facilement un article, peut-être pas le meilleur, mais ça écrit au moins une bonne base, ça écrit un draft de contrat, c'est parfait pour rédiger un certain nombre de documents, des discours, etc., etc. Finalement, on voit que ça fonctionne très très bien, et c'est vrai que nous, ça nous questionne un petit peu, parce que c'est la première fois qu'on se trouve vraiment face à une machine qui parle. Enfin, on a tous eu des chatbots qui nous répondaient, on faisait un peu idiot, et puis là, pour la première fois, on a quelque chose qui tient vraiment la route. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec le sujet, et désolé pour ceux qui le sont, je fais peut-être un petit retour en arrière, en 2-3 minutes, résumé des épisodes précédents. Donc, ChatGPT, que vous avez sûrement, dont vous avez au moins entendu parler, que vous avez peut-être essayé, c'est ce qu'on appelle un large modèle, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle qui a la spécificité d'être générative, c'est-à-dire de créer, de concevoir, de fabriquer des textes, du code informatique, des sons, des images, et on peut l'utiliser, par exemple, on fait entendre 10 secondes de la voix d'Edith Piaf, on lui met un texte, et ça fait une nouvelle chanson d'Edith Piaf qui va chanter quelque chose qu'elle n'a jamais chanté. Avec toutes les questions que ça peut poser, parce que finalement, les chansons d'Edith Piaf, il peut y avoir un copyright, mais la voix, il n'y a pas de copyright. Et c'est vrai que moi, si on utilisait ma voix pour faire chanter des chants du Troisième Reich, je ne serais pas super content. Donc c'est vrai que ça pose question, alors pas de façon, on ne va pas que des aspects négatifs, mais ça pose tout un tas de questions.
cette technologie-là, elle entre dans un cadre plus large qui est celui qu'on appelle vulgairement d'intelligence artificielle. Donc on est d'accord, tout le monde reconnaît qu'elle n'est pas intelligente, c'est juste des algorithmes, c'est-à-dire des mathématiques qui processent des données, mais qui arrivent finalement, et on le voit notamment avec l'IA générative, à imiter assez bien l'humain. Donc c'est pas l'humain, c'est pas intelligent, mais ça ressemble quand même vachement. Et en fait, on a appelé ça intelligence artificielle au départ, parce que Alan Turing, celui qui avait cassé le code de la machine allemande Enigma, avait écrit un article dans les années 50, est-ce qu'un jour la machine pourrait penser? Et puis en fait, il y a un universitaire qui était en recherche de fonds, on ne peut pas se le cacher, parce qu'avant ça s'appelait la cybernétique, et qu'a dit maintenant à la cybernétique, il y a déjà des fonds, il faudrait que je trouve un autre nom un peu plus fun, comme ça je pourrais financer mon séminaire, et il a appelé ça intelligence artificielle, et puis le nom est resté, et on sait bien que c'est un abus de langage, mais voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 50 déjà, le père Duval, qui était un dominicain français, avait écrit un article dans Le Monde, et ça s'appelait Manipulation mécanique des réactions humaines, est-ce que ça créera un jour le meilleur des mondes? Et je pense que déjà dans les années 50, il avait l'idée que si on travaille suffisamment bien les données, à un moment, on en arrive à pouvoir comprendre, prédire, voire manipuler les réactions humaines. Et déjà à l'époque, il s'inquiétait des possibles conséquences. Je trouve que cet homme avait quand même une certaine longueur de vue, on va dire. C'est un dominicain, c'est pour ça. Ça, c'est la page de publicité. Je suis désolé, je suis obligé de la placer en fait. C'est une obligation professionnelle. Voilà. Mais si on en revient un petit peu à l'IA générative, donc celle qui en ce moment s'étale dans tous les journaux, magazines dont on parle beaucoup à la télé, etc. Effectivement, on peut se dire une chose, c'est que en fait, l'humain, on se dit qu'on pense dans une langue. Et donc, en fait, on a toujours lié la pensée et le langage. Imaginez, on sait bien qu'on pense dans une langue, on sait bien, et ici, dans une ville qui peut être en partie multilinguistique, vous vous rendez compte qu'écrire ou penser en anglais ou en français, par exemple, c'est pas du tout la même chose, ça ne conduit pas forcément au même résultat, au même raisonnement, etc. Et puis, on se rend compte que c'est un lien qu'on fait spontanément. Regardez le nombre de parents qui disent avec beaucoup de fierté de leur enfant « Oh, il a parlé très jeune ». Autrement dit, il est intelligent. Ils oublient un peu que les parents du petit Albert se sont plaints qu'il a parlé extrêmement tard et se demandaient s'il n'était pas un peu demeuré. Et finalement, les parents Einstein se sont aperçus que leur enfant n'était pas si idiot que ça. Et voilà, il a parlé très tard, il était pourtant pas bête. Donc le lien n'est peut-être pas immédiat entre pensée et langage, mais c'est ce qu'on fait assez spontanément. Et c'est vrai qu'on aura tendance à penser que le langage, c'est un peu le propre de l'homme. Alors on sait bien qu'il y a des langages animaux, mais on sait aussi qu'ils sont aussi sophistiqués, ils ne sont pas aussi peut-être même pas du tout conceptuels comme les nôtres. Et dans tous les cas, c'est des langages auxquels on n'a pas accès. Alors que là, pour la première fois, vous posez une question en langage naturel, et maintenant ça peut se faire aussi à l'oral, et puis vous obtenez une réponse qui tient tout à fait la route. Et c'est vrai qu'on en oublierait presque que derrière, c'est juste des maths. En fait, ChatGPT, comme toutes les IA génératives, c'est juste un générateur qui prédit, en l'occurrence, qui prédit le mot suivant. Et en fait, en déroulant comme ça les mots, un peu comme, on va dire, c'est une forme de logorithme finalement. Hein. Certains disent perroquet stochastique, c'est-à-dire en fait, il imagine, il calcule le mot d'après de façon probabiliste, et puis ça donne un discours qui se tient. Mais tout ça, finalement, tient tout à fait la route, au point qu'on en arrive à anthropomorphiser ces technologies. Et c'est amusant de voir le nombre de gens qui parlent ou qui interagissent avec ces technologies, un peu comme s'ils interagissaient avec un humain. Alors, bien entendu, il y a bien quelques cas un peu pathologiques de gens qui font une dépression parce que ChatGPT leur a pas répondu ou pas répondu ce qu'ils voulaient. Mais au-delà de ces quelques cas pathologiques, spontanément, il faut qu'on se rende compte qu'on a tendance à anthropomorphiser tout ce qui nous entoure. C'est ceux qui ont lu Calvin et Hobbes, la bande dessinée, vous savez que Calvin, le petit gamin, son copain Hobbes, c'est juste une peluche quand maman est dans la pièce, et puis quand maman n'est plus dans la pièce, ça devient le personnage. Et en fait, on a tendance à projeter comme ça notre humanité sur beaucoup de choses, et quand quelque chose nous répond, là, la projection se fait de façon encore plus forte. Alors les gens ne sont pas idiots, c'est une machine. Mais derrière, les réactions inconscientes d'utilisateurs sont des réactions qui sont teintées par cette façon, cette propension à anthropomorphiser. Et ça veut dire qu'on a tendance à lui faire beaucoup plus confiance
que peut-être la machine ne mérite, parce que ça reste des technologies qui sont encore en devenir. C'est des technologies qui sont encore, pour certaines, un peu à l'état de prototype. Et en fait, on se rend compte que cet excès de confiance, il peut un peu par moment se retourner contre nous. Et je pense que c'est un peu le danger de ce qu'on peut avoir quand on discute, entre guillemets, ou qu'on interagit avec ce genre de machine. Alors, cela dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive, parce que, je ne sais pas, peut-être un certain nombre d'entre vous ont ce qu'on appelle des enceintes connectées, des HomePods, Google Home, Amazon, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est Amazon Echo ou celle de Apple. Et en fait, ces enceintes connectées, c'est pareil, alors elles sont beaucoup plus basiques, hein, et elles n'ont pas beaucoup de conversations. Pour être honnête, je ne sais pas qui d'entre vous a essayé de discuter pendant toute une soirée avec Amazon Echo, on se lasse assez vite quand même. Mais en même temps, elles vous répondent, vous posez des questions, ça propose des réponses tout à fait cohérentes, et au bout d'un moment, c'est devenu un peu, dans certains foyers, comme une source d'autorité pour certains enfants qui vont dire non, c'est pas un enfant, parce qu'avec ça, il ferait beau aujourd'hui. Voilà, à un moment, ça s'insère assez naturellement dans la famille, et puis ça va un peu plus loin, parce que finalement, à mon sens, ça devient un peu comme les dieux lards. Vous voyez ce que c'est? Les dieux lards, c'était ces petites divinités, ou des petites statuettes des ancêtres qu'on trouvait dans l'atrium des maisons romaines et de la Rome antique, et qui étaient censées, c'était des divinités mineures, hein, mais c'était des divinités qui étaient censées protéger le foyer. Et à l'époque, il y avait même des trous dans les murs pour que la statuette puisse surveiller les entrées. Ça permettait comme ça d'assurer une protection de la maison. C'est un peu le premier système de vidéosurveillance, sauf qu'à l'époque, on pouvait quand même vraiment y croire. La protection par le dieu là, voilà, c'est hilar, je vais le nommer. Mais voilà, sauf que maintenant, c'est connecté à l'alarme, c'est connecté à votre téléphone, ça peut vous envoyer un SMS quand les enfants sont rentrés et qu'ils sont en sécurité, ça peut éteindre les lumières qui sont de chez vous si vous n'y avez pas pensé. Finalement, ça prend soin de votre foyer. Et puis, vous savez, dans les psaumes, le psalmiste écrit à propos de tous les faux dieux, ils ont une bouche et ne parlent pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Sauf que si vous dites à Alexa, commande-moi une pizza sans pepperoni, 20 minutes après, vous avez une pizza sans les pepperoni. Donc ça marche. Et donc, en fait, finalement, petit à petit, on se laisse un peu emporter pour le meilleur et pour le pire, et ça a beaucoup d'avantages. Moi, je travaille dans ce domaine de la technologie, c'est parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup, et c'est des technologies dont je pense qu'elles sont porteuses de beaucoup de progrès. Mais en même temps, on laisse autour de soi se tisser un espèce de cocon. Et il faut être honnête, quand on commande soi-même une pizza, outre le fait de choisir le goût, on choisit aussi la pizzeria, et on va le faire en fonction d'un certain nombre de critères, là où elles sont les meilleures, là où c'est le moins cher, il y a une promo, etc. Quand c'est Alexa qui commande une pizza, vous ne savez pas si c'est parce que Google ou Amazon en l'occurrence n'a pas un accord avec telle ou telle chaîne de pizza, et en fait, c'est pas du tout pour vous qu'elle va choisir parce que c'est mieux pour vous qu'elle va choisir telle pizzeria, mais juste parce que c'est mieux pour Amazon. Donc finalement, autour de nous se tisse un peu tout un cocon, et à la fois protecteur, c'est vrai, utile, parce que ça nous dépanne dans plein de circonstances, etc. Et en même temps, dont on devient un petit peu dépendant. Et ça, on se rend compte que ça pose plusieurs questions, et là encore, qui viennent se poser sur le fond premier, qui est que ces technologies nous apportent beaucoup de choses. Hein. Mais c'est que, par exemple, si vous utilisez ces enceintes connectées, par exemple, là, vraiment, on est sur des choses très basiques, mais ils sont en train maintenant de mettre de l'IA génératif dedans, donc très très rapidement, ça va évoluer, et la conversation, entre guillemets, sera plus fluide. Contrairement à une recherche que vous faites sur un moteur de recherche, quand vous posez une question, vous avez seulement une réponse. Il y a une univocité de la réponse. Et puis la réponse, vous ne la lisez pas, c'est pas à distance sur un écran, la réponse, vous l'entendez, c'est le chemin Israël. Je vous susurre la réponse, la voix vous donne la réponse. Ça, quelque part, ça change un peu la relation au réel auquel nous donne accès ce médium, ce moyen de communication. Ça change la relation à l'information qu'on va avoir. Et puis, bien entendu, c'est vrai que ces bornes connectées, par définition, elles ont toutes les limites de ces technologies. Et un ami avait fait le test que je trouvais assez terrible. Il avait posé la question en filmant, c'était Google Home. Il dit Ok Google, quel est le peuple le plus fainéant de la Terre? Et là, sans ciller, Google répond selon une étude scientifique, les Algériens sont le peuple le plus fainéant de la Terre. Oh my God! Voilà,
la question elle-même, elle est idiote. Simplement, pour une machine, il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de recul. Et comme il doit pas y avoir beaucoup d'études scientifiques sur une question aussi stupide, elle est tombée sur le mémoire d'un étudiant de je ne sais pas où, qui a fait une étude là-dessus et qui, je ne sais pas selon quels critères, a défini que c'était les Algériens sur la plus d'autres. Et puis ça vous sert ça, mais vraiment franco de porte, comme si c'est une vérité scientifique. Et donc on voit bien que dans la relation qu'on a, voilà, je sais qu'il y a des scientifiques dans la tête, dans la salle, et j'en vois qui hochent la tête en disant c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe, on est bien d'accord. Mais en même temps, la catastrophe, elle n'est pas tant dans la technologie que dans le mésusage de la technologie. Parce qu'effectivement, si vous posez des questions idiotes à un moment, mais c'est pareil, si vous posez des questions idiotes à vos étudiants, à un moment, ils font des réponses idiotes. Alors que si on pose des questions pertinentes, finalement, on a plus de chances. Mais là, pour dire que cette technologie-là, finalement, elle vient un peu nous entourer de ce cocon protecteur, et ce cocon protecteur, il peut nous rendre un peu dépendants. Je sais pas, beaucoup d'entre vous ont vu la trilogie des films Matrix, il y en a même 4. Et en fait, il y a un moment, une scène que je trouve particulièrement intéressante. On a l'impression que la maîtrise par les machines, c'est toutes ces machines guerrières qui attaquent de l'extérieur, etc. Et puis à un moment, Neo, le héros, n'arrive pas à dormir et il descend dans les sous-sols de la ville des humains. À un moment, il y a plein de machines qui font vivre la ville, qui font tourner l'eau, l'électricité, l'oxygène, etc. Et il est rejoint par un vieux monsieur qui lui dit, mais en fait, on est dépendant des machines. Ces machines-là, on les contrôle, mais si elles s'arrêtent, on meurt. Et en fait, c'est vrai que ces technologies-là, on se rend compte que petit à petit, on en devient dépendant au sens où ce qu'elles font pour nous, on est peut-être moins capable de le faire. Alors ça a été documenté par exemple pour l'utilisation du GPS, et on sait que ceux qui utilisent régulièrement le GPS, y compris à pied, ont tendance à avoir une moins bonne spatialisation et un sens de l'orientation moins bon. Alors est-ce qu'on a besoin de sens de l'orientation si on a la machine? Peut-être non. Enfin en même temps, quand vous êtes en rate de portable, vous êtes quand même content vous êtes capable de vous repérer. Et en fait, on se rend compte que ces technologies-là, elles nous aident par certains aspects et par d'autres, elles peuvent nous enlever quelques éléments de ce qui fait notre façon d'être humain. Ça n'enlève pas de notre humanité, mais notre façon d'être humain. Et voilà, ça rebrasse un peu ça rebrasse les cartes. Et en fait, on se rend compte que dans certains cas, ça peut s'avérer une aide importante, et dans d'autres cas, ça peut s'avérer problématique. Et dans d'autres cas encore, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire, par exemple, si une IA, par exemple, l'usage principal de tous ces IA génératives, c'est par exemple chez Microsoft Copilot, qui sera par définition une espèce de copilote de votre activité. Il y aura de plus en plus d'assistants virtuels qui vont faire plein de choses pour vous, prendre des petites décisions, etc. Est-ce que le fait que des machines prennent toutes les petites décisions pour nous, ça libère notre esprit pour prendre des grandes décisions, et que finalement c'est une aide, c'est comme si on avait tous un ou une attachée de direction pour gérer notre vie, ce qui est un super luxe? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de nous déshabituer de prendre des décisions, des petites décisions, au bout d'un moment, ça nous désarme quand on doit prendre les grandes décisions de l'existence, parce que finalement, on est moins habitué à faire des choix et on se trouve un peu coincé. Et ça, en fait, pour le moment, scientifiquement, c'est pas documenté et on ne sait pas encore l'impact que ça aura sur notre agentivité, sur notre capacité humaine à nous saisir de notre existence et à faire des choix. Donc ça, on ne sait pas encore. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à mesure qu'on utilise ces technologies en ayant parfois un regard pas complètement ajusté sur ces technologies, le danger, c'est de les considérer un peu comme des totems, c'est-à-dire ou des idoles. C'est-à-dire, vous voyez un petit peu, moi je suis persuadé que dans notre société ultra scientifique, très rationnelle, dans laquelle on va dire que oui, bon, la religion, bon, ça va, enfin, nous on est scientifiques, etc., nous on est technologiques, mais je pense que la pensée chamanique n'a pas disparu. Je pense qu'en fait, on garde un fond de pensée magique au fond de nous, et même si on ne regarde pas une technologie comme notre téléphone ou une intelligence artificielle avec une crainte religieuse, il ne faut pas rêver, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même un petit peu, on a quand même un petit peu de cet ordre-là, et en fait, on se laisse un peu entraîner dans cette voie-là. Et on sait très bien que ça, vraiment, je pense que ça a été assez bien documenté en
sociologie que toute technologie qui est suffisamment sophistiquée par rapport à la société qui l'utilise, quelque part a un peu des relents de magie. C'est ça, ça marche, on ne sait pas bien comment, et on a une espèce de crainte. Et le problème, c'est qu'on se rend bien compte que le totem, par définition, c'est le truc qu'on fabrique, l'artefact, qu'on place en face de soi, dans lequel on investit quelque chose, et quand on voit le prix de ces objets, on se dit qu'on investit même beaucoup, et dont on attend au retour une forme de service qui est souvent de l'ordre de la protection ou du salut. Et en fait, quand on se place sous le totem, là où on a l'impression dans un premier temps que le totem nous sert, au bout d'un moment, rapidement, c'est nous qui servons le totem. C'est un peu tout le problème des idoles, des faux dieux, c'est qu'à un moment, finalement, on perd un peu quelque chose de notre liberté. Et donc, en fait, ce phénomène-là, il est important à avoir en tête, en se disant quand même que c'est pas forcément, la responsabilité n'est pas forcément là où on l'imagine. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, qui me semble assez parlant, du veau d'or. Tout le monde a en tête l'image, donc le peuple hébreu campe au pied de la montagne, Moïse est monté télécharger les 10 commandements sur sa tablette, ça capte mal, ça prend un temps fou, les autres ils commencent un peu à paniquer en disant mais en ce temps-là qui va nous protéger, et puis ils se disent si on fabriquait un veau d'or, ça nous protégerait vachement, ça protège vachement un veau d'or. Et puis du coup dans l'idée des Hébreux, ils fabriquent ce veau et ils se disent voilà donc qui va nous protéger. Mais en faisant ça, ce ne sont pas les orfèvres qui fabriquent l'idole, eux ils fabriquent juste un veau en or. C'est le peuple qui investit ce veau en or d'un pouvoir divin, d'un pouvoir religieux. Et quelque part, c'est chacun d'entre nous qui, consciemment ou pas, va faire la démarche d'investir d'un pouvoir religieux ou d'un pouvoir un peu supranaturel ou d'un pouvoir qui le domine, qui va ou pas se laisser dominer par la machine. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que dans la réflexion qu'on a souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en Europe, on accuse assez facilement les grandes sociétés californiennes en disant oui, mais on appelle ça les GAFA, ils font ceci, ils font cela, etc. En fait, souvent, c'est dans la responsabilité, elle est entre les mains de l'utilisateur, du mouvement. Donc voilà, on se rend compte que là, il y a une série d'enjeux, ce n'est pas forcément des risques, mais ce sont des défis à avoir en fait dans la façon dont on appréhende et dont on utilise ces technologies. Alors, je ne suis pas entré dans le détail de la façon dont on peut les utiliser, mais ça peut-être que si certains ont l'habitude de ces technologies, on peut en parler au long des questions. Ce qui est sûr, c'est que si on est challengé au niveau du langage, on l'est aussi de plus en plus à travers ces technologies au niveau de la créativité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore 4-5 ans, tout le monde vous disait si vous voulez garder votre emploi, il ne faut pas être en concurrence avec une intelligence artificielle parce qu'elle fera tout plus vite que vous et moins cher. Donc en fait, à un moment, vous allez perdre votre job. Mais les gens disaient le meilleur moyen, c'est d'avoir un job créatif. Si vous avez une fonction créative, là, vous ne pouvez pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Marquage, oui. Vous avez vu maintenant, donc ça c'est par exemple la jeune fille à la perle revisitée dans un intérieur new-yorkais. C'est quelque chose qui a été entièrement conçu à partir de ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire quelques lignes de texte, par la concurrence des DALL-E 2, donc une intelligence qui crée des images. Ça peut être des peintures, ça peut être des photos, ça peut être des couvertures d'albums ou de magazines. Récemment, le magazine Photo publiait une très très belle photo en noir et blanc d'un pêcheur, un vieux monsieur dans un port, vraiment un truc très très beau. En fait, l'homme n'a jamais existé et la photo n'a jamais existé non plus. Tout a été fait par la machine. Donc en fait, on voit que là, on est aussi challengé, y compris dans la créativité dont on pensait quand même qu'elle était un peu un refuge de l'humain. Parce que bon, la machine, elle a refait toujours la même chose. On est d'accord, la machine, c'est une machine. Alors que nous, on est des humains. En fait, on se rend compte que la frontière est quand même en train de s'estomper, au moins sur ce point-là, avec une créativité qui est de plus en plus partagée. Et c'est vrai que ça bouscule complètement les arts graphiques, ça bouscule le monde de la photographie, ça bouscule tous ceux qui avaient une fonction dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on pourrait s'en inquiéter en disant mais finalement, est-ce qu'on ne va pas vers une forme d'obsolescence de l'humain? Parce qu'à un moment, jusqu'à quand est-ce qu'on va rester dans la course? Mais en même temps, c'est peut-être oublier le fait que ce qui s'est passé lorsque est arrivée la photographie, justement.
Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez pas, parce que c'était bon, je sors, j'ai honte. Mais en deux mots, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avant, il fallait tout simplement aller chez un peintre, un portraitiste, et puis vous faisiez de longues heures de pause pour ensuite, après plusieurs semaines, avoir un portrait qui, selon le talent de la personne, allait être plus ou moins sanglant et qui allait vaguement vous embellir parfois, et parfois pas du tout vous embellir. Et ça, c'était avant. Et puis est arrivée la photo, et c'est intéressant parce que le père des frères Lumière, ceux qui ont inventé le cinéma, lui, il était peintre au départ, il faisait des portraits. Et il a découvert cette invention hyper technologique pour l'époque qui était la photographie. Il dit, mais si on utilisait ça pour faire des portraits, ce serait beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus ressemblant. Alors à l'époque, il fallait quand même pas bouger pendant 2 minutes parce que le temps de pause était très long. Mais enfin, donc ça donnait toujours des portraits un peu erratiques. Les gens ne se voyaient pas beaucoup, c'était pas très naturel. En fait, ça donnait quand même des super portraits par rapport à la peinture. Et du coup, la peinture a été délogée de son quasi-monopole, qu'elle partageait peut-être avec la sculpture, de représentation du réel. Parce que jusque-là, seule la peinture ou la sculpture ou d'autres arts plastiques pouvaient représenter le réel. Et à partir de là, ils ont perdu ce monopole. Et l'engouement a été tel que les gens faisaient la queue devant l'atelier photo de M. Lumière, et qu'en fait, très rapidement, ça s'est répandu, et que les portraitistes sont plus vraiment une peau. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La peinture n'a pas disparu. La peinture s'est réinventée, sortie de sa zone de confort, obligée de se repenser. Elle a été obligée d'entrer dans un cheminement qui n'aura pas été forcément facile, mais tout au long du XXe siècle, qui a accouché de tous les mouvements d'avant-garde, de tous les mouvements non figuratifs. Tout ça, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu si la peinture avait pu se contenter de juste bien représenter le réel. Donc finalement, on en est sorti plutôt enrichi. Et qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? Eh bien, la photo est devenue un art à part entière. Donc finalement, on en est sorti doublement enrichi. Et à mon sens, l'humain n'est jamais aussi bon que quand il est challengé. Et justement, il faut qu'on soit un peu mis au défi. Et là, c'est le cas d'une intelligence artificielle, entre guillemets, ou de large modèle, d'une lignée générative, qui va un peu nous piquer une partie de nos attributs, de nos prérogatives, de nos monopoles, et qui va nous obliger à repenser, à retravailler complètement la façon dont on s'exprime, la façon dont on agit, dont on produit. Et on voit, ceux qui sont déjà des habitués de l'IA générative savent que le job de prompt engineer, c'est-à-dire celui qui écrit les textes qui permettent ensuite d'obtenir ces images, ou les textes qui permettent ensuite d'obtenir d'autres textes, du style fais-moi un article sur ceci et cela, en fait, ça devient un job en soi. Parce que quand on sait bien le rédiger, on obtient le meilleur de la machine, comme quand on sait bien utiliser un appareil photo, on obtient le meilleur d'un appareil photo, alors que sinon, un appareil photo de grand prix entre les mains d'un néophyte, ça ne donne pas des super photos. Donc en fait, on voit que de nouveaux jobs sont déjà en train d'émerger, que les choses sont en train de bouger. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est vrai que je me souviens que j'avais discuté avec Michel Serres, un philosophe en France qui malheureusement est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui m'avait dit, c'était un peu à la fin de sa vie, il m'avait dit, mais il ne faut quand même pas oublier qu'au moins selon Platon, Socrate était contre l'écriture. Et donc en fait, il dit, c'est vrai que, parce qu'on se sentait un peu challengé à l'époque, il disait, mais oui, mais on ne va plus transmettre la pensée de la même façon. Puis il dit, mais finalement, l'écriture, ça nous a bien servi quand même. Et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, cette révolution-là, c'est pas tant une révolution, c'est pas une révolution économique, on dit que c'est la 4e révolution économique, mais c'est surtout une révolution épistémologique. Et de toutes ces révolutions épistémologiques, l'humain est toujours sorti par le haut. On est toujours sorti plutôt gagnant. Et donc, moi, je suis assez persuadé qu'on en sortira comme ça, tout à fait gagnant. Donc, la question, en revanche, c'est que ça n'arrivera peut-être pas spontanément si on ne prend pas collectivement les bonnes décisions. Et c'est vrai que, oui, on peut avoir des gens qui sont sortis de leur zone de confort et qui font des choses magnifiques. J'ai donné il n'y a pas longtemps une conférence à Rome, à la Villa Médicis, et donc le centre, l'Académie de France, et il y avait un artiste qui crée des univers dans le métavers, qui sculpte en 3D dans le métavers, qui imprime en 3D,
et qui ensuite vend ses œuvres, ses sculptures dans le monde tangible. C'est vrai que des gens comme ça, ils montrent à quel point on peut se saisir de ces technologies, mais beaucoup d'autres ont plus de mal. Et la question, c'est juste de savoir comment on va les utiliser. Et récemment, en France, et alors, désolé, je prends beaucoup d'exemples français parce que je viens d'Europe, mais en fait, une entreprise a annoncé de façon un peu triomphante, c'est une entreprise qui fait des études de tendance. Et en fait, qu'elle allait virer 200 personnes parce que l'intelligence artificielle allait faire le travail beaucoup mieux et moins cher. Quelle connerie! Enfin, ils se sont en train de se priver de cerveau, ils sont en train de se priver, discerner des tendances, ça demande quand même de la finesse. Ils vont remplacer ça par des machines, c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est effectivement souvent l'idée la plus intuitive pour des dirigeants d'entreprise, c'est cost scaling, c'est comment je peux réduire les coûts, comment je peux remplacer l'humain par une machine qui, elle, ne sera jamais malade, qui ne sera jamais enceinte, qui ne sera jamais en grève, qui ne sera jamais fatiguée, qui ne sera jamais n'importe quoi, et qui va me coûter infiniment moins cher. Et en fait, on se rend compte que ce qui est beaucoup plus, c'est contre-intuitif, mais beaucoup plus efficace, c'est de penser des articulations entre l'humain et la machine. Et on voit par exemple, lorsque AlphaGo, c'est déjà il y a des années maintenant, une intelligence artificielle qui jouait au jeu de Go a battu les champions du monde, on s'est dit, c'est fini pour le jeu de Go. Plus personne ne va jouer, maintenant la machine fait ça mieux. Donc, au contraire, ça a été un renouveau du jeu de Go. Parce qu'en fait, il y en a plein, ils faisaient la queue pour pouvoir jouer contre la machine. Parce que comme la machine, elle joue de façon complètement originale, entre guillemets, elle est prisonnière d'aucun carcan, elle n'a pas appris d'une certaine façon, elle n'avait pas un maître, du coup, elle joue des choses, des coups parfois qui paraissent complètement dingues. On se dit, mais ça y est, c'est un bug, ça parle n'importe comment. En fait, pas du tout. Et donc, en fait, ça a complètement renouvelé la pratique. Simplement, les meilleurs teams, ce n'est pas des machines ou des joueurs humains, c'est quand la machine et l'humain travaillent ensemble. Là, ils peuvent battre tous les autres. Et en fait, on se rend compte que c'est le cas pour beaucoup d'activités. La question, c'est comment est-ce qu'on articule les deux? Parce que tant que la machine restait quelque chose d'assez simple, on allait dire c'est un outil. Pour utiliser un outil, ça fait quand même quelques millénaires qu'on a appris à utiliser des outils de plus en plus sophistiqués. Mais là, c'est plus le cas. Là, on est à mi-chemin entre l'outil et le collègue. C'est-à-dire, la machine, elle fait des trucs, elle va pouvoir faire encore en autonomie, elle va proposer des choses qui parfois vont être plus créatives, plus rapides, plus justes dans les calculs. Donc en fait, il va falloir être capable de lui faire de la place. Il ne va pas falloir considérer que ce n'est pas comme une calculatrice, on appuie sur un bouton, et puis bon, c'est nous qui la contrôlons. Là, il va falloir repenser des choses, et on se rend compte que c'est parfois assez compliqué. Et nous, on travaille avec l'administration, alors je ne peux pas dire quel ministère dans un pays européen qui commence à faire des tentatives. Les directives de l'administration, c'est quand même un énorme maquis, c'est super difficile de s'y retrouver. Et en fait, quand un agent de l'administration doit faire une recherche pour un citoyen ou une citoyenne, il fait comme il peut, il cherche, mais la plupart du temps, il ne voit pas toutes les options et des fois, il ne vous donne pas les aides auxquelles vous avez droit ou il ne vous signale pas un point qui est important dans votre situation. Et là, l'idée, c'est d'avoir une machine qui fait déjà une synthèse, voire qui prépare déjà la réponse du mail. Et en fait, le problème, c'est que les directives européennes veulent que quand on utilise une intelligence artificielle, on le dise à l'utilisateur. Parce que sinon, il faut que l'humain sache s'il est en face d'une machine ou en face d'un autre humain. Et en fait, on se rend compte que dans ce cadre-là, l'administration avait rajouté en bas cet email a été écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que les agents de l'administration, ils étaient profondément vexés. Parce que ça, c'était très dévalorisant pour eux. De dire, finalement, c'est la machine qui fait le boulot, puis moi, juste, j'envoie le mail, quoi. Je regarde si tout va bien, puis j'envoie. Et en fait, c'est vrai qu'il va falloir repenser des façons d'interagir qui laissent de la place à chacun et qui soient, respectueux. Donc, voilà, je pense que c'est un peu ça qu'il va falloir penser pour être certain qu'on ne devienne pas obsolète, mais ce n'est pas la technologie qui va nous rendre obsolète. C'est toujours des humains qui considèrent que d'autres humains sont obsolètes. Donc quand on décide par exemple de virer plein d'employés en disant non, vous travaillez moins vite, moins bien, trop cher, etc., c'est des actionnaires ou d'un dirigeant d'entreprise qui va considérer que les employés sont comme ça. Donc finalement, la question c'est quel modèle de société on a envie de bâtir autour de cette technologie qui est incroyablement puissante, dans laquelle je ne suis pas vraiment entré en détail, mais peut-être je peux juste dire deux, trois mots justement sur un peu les éléments de fonctionnement et l'impact éthique.
Mais on voit que ça va être un élément clé. Parce que finalement, ces modèles, qu'on appelle modèles transformers, techniquement, sont des modèles qui existent déjà depuis plusieurs années. Les papiers universitaires, ils ont déjà été publiés par Google, c'est il y a 5 ans, je crois. Ce qui a fait la vraie nouveauté d'une instance, d'une entité comme ChatGPT, c'est son succès. C'est 200 millions d'utilisateurs en quelques semaines, en quelques mois. Aucune technologie ne s'était jamais répandue aussi rapidement. Alors moi, ce que ça dit pour moi, c'est d'abord qu'il y a une appétence de la part du public, ça veut dire que notre société est prête à accueillir ce genre de technologie, ça c'est très positif. Ce que ça dit aussi, c'est que alors qu'il y a encore 2-3 ans, seules les grandes entreprises pouvaient utiliser de l'intelligence artificielle parce qu'il fallait avoir des data scientists, il fallait avoir des spécialistes de tous ordres, ça coûtait quand même assez cher, c'était compliqué à mettre en œuvre et c'était